Bonjour, donc je vous disais à toutes et tous, merci de votre participation donc, à ce nouveau panel. Avant toute chose, donc on va se présenter aussi. Donc, je suis accompagné de Marguerite Mendel, qui est directrice de l'Institut Karl Polanyi, donc, qui est une universitaire. Moi-même, je m'appelle Timothée Duverger, je suis ingénieur de recherche à Sciences Po Bordeaux, qui est une école d'études politiques donc, à Bordeaux. Donc nous avons la charge de modérer ce panel. Avant toute chose, nous voulions aussi profiter de l'occasion pour annoncer la création au sein du GCEF d'un groupe de travail consacré aux questions de recherche et notamment aux questions de politique locale d'économie sociale et solidaire au service du développement durable, puisque dans la phase de reconnaissance internationale qui vient de se clore avec l'adoption par l'ONU d'une résolution en faveur de l'économie sociale et solidaire, eh bien, il y a maintenant tout un enjeu de mise en œuvre, évidemment, et de diffusion des politiques publiques de l'ESS, de construction. On l'a vu d'ailleurs, ça a été dit lors du panel précédent, de construction des instruments d'action publique autour de cela. Et donc nous, on se propose au sein du GCEF, avec Marguerite, de co-animer un groupe de travail pour observer ces dynamiques et les accompagner également pour faire en sorte évidemment qu'il y ait une montée en compétences collectives autour de ces sujets et cela au service vraiment des objectifs de développement durable. Il s'agit bien d'utiliser, de mobiliser la force de l'économie sociale et solidaire, de ces actions collectives au service effectivement de la réalisation, de l'atteinte de ces objectifs. Voilà. Donc ça c'est quand même un groupe, je pense, qui va être assez important. Je pense si tu veux rajouter peut-être des points là-dessus, Margie. Mais peut-être seulement pour ajouter qu'on a commencé ce travail avec GCEF sous la direction de Laurence Kwok. On a collaboré avec UNRIST, United Nations Research Institute on Social Development, sur 6 études de cas sur les politiques locales dans 6 villes et par la suite un document de synthèse. Et l'objectif était toujours d'outiller les gouvernements locaux de mieux agir, de mieux supporter l'émergence, la consolidation, la croissance de l'ESS dans leur territoire. Moi, je viens de Québec, où on a maintenant une longue tradition de collaboration, de partenariat, chercheurs et acteurs. Et c'est dans ce même esprit que ce groupe de recherche, le groupe de travail, a été construit. C'est une collaboration entre des acteurs en économie sociale et solidaire et des chercheurs universitaires et des chercheurs qui sont dans des think tanks, dans des diverses institutions internationales. Notre objectif, c'est vraiment de fournir les résultats qui seront utiles pour une diffusion et un partage de connaissances, un partage de pratiques. On va produire des working papers, des cahiers de recherche et on a l'ambition peut-être d'ici 2 ans d'avoir un recueil des textes. Mais toujours dans l'esprit, pas seulement la recherche pour la recherche, mais la recherche pour l'action, la recherche pour mise en action des politiques publiques co-construites entre les chercheurs et les acteurs et des représentants des diverses instances gouvernementales. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment une dynamique de recherche-action et donc on va commencer immédiatement avec finalement ce panel qui quelque part est un peu le coup d'envoi du coup de ces travaux qui donneront lieu effectivement sans doute à une publication. On va viser le prochain forum qui aura lieu à Bordeaux. Donc, alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, vous verrez, on est en plein au cœur du sujet, puisque le panel est consacré aux relations entre économie sociale et solidaire et développement durable, et les articulations entre la pratique et la recherche. On est bien dans cette logique de recherche-action. Et donc, on a décidé d'angler ce travail sur la question, comme c'est le thème évidemment de ces journées, sur la question finalement de la transition de l'économie informelle vers des économies collectives et durables. Il faut avoir en tête, on a repris les chiffres du BIT sur le sujet, il y a 2 millions de personnes dans le monde qui travaillent dans le secteur informel,
évidemment marquée par une très forte hétérogénéité, ce qui représente quand même 61% de l'emploi global, hein, et 50% si on retire la part agricole. Hein. Donc c'est quand même, ça veut dire qu'en fait, l'économie informelle, c'est quand même en réalité la norme. Hein. C'est quand même ce qu'il faut avoir en tête. Et évidemment, c'est très présent sur un certain nombre de zones géographiques et de continents. C'est très présent, bien sûr, en Afrique. On l'a vu tout au long de ces journées, particulièrement concernant le Sénégal, mais de manière générale pour toute l'Afrique, mais également en Asie, dans le Pacifique, en Amérique du Sud. Voilà. Et donc, nous aurons d'ailleurs des représentants à la fois africains, mais aussi d'Amérique du Sud, hein, puisque ce sont les deux continents ou sous-continents qui ont beaucoup développé les formes collectives d'économie informelle qu'on appelle l'économie populaire. Hein, et donc ça, c'est ce qu'on souhaite évidemment mettre en éclairage au cours de cette plénière, avec des questions importantes, hein, sur eh bien, comment on fait cette transition précisément des économies informelles avec des économies collectives et durables. Quel rôle peut y jouer évidemment l'ESS? Cette idée finalement selon laquelle est-ce qu'il y a une sorte de, est-ce que finalement il y a les économies informelles d'un côté, les économies formelles de l'autre? Est-ce qu'il y a une sorte de troisième voie quelque part, hein, ou est-ce que c'est forcément une transition? Est-ce qu'il y a une troisième voie? La question des communs, hein, aussi. Enfin, beaucoup de questions que cela peut soulever. Et donc, je vais laisser désormais, maintenant qu'on a présenté un petit peu les enjeux, hein, de ce panel, qui sont des enjeux assez lourds, avec du coup des enjeux très forts aussi de formalisation théorique de tout cela à travers les questions de recherche, hein, parce que vu la diversité de ces modalités d'organisation, bah, c'est important évidemment de le penser également, d'où l'intérêt de cette plénière. Et je vais laisser la suite de l'animation à Margie, qui pourra effectivement présenter les différents intervenants ainsi que les questions qui leur ont été posées. Nous les laisserons dérouler, hein, voilà, leurs interventions. Et ensuite, hein, nous prendrons évidemment les questions de la salle. Voilà. Bon. Alors, avec tout ce que vient de dire Timothée, on a essayé de resserrer 3 questions pour nos panélistes. En fait, c'est 3,5 les questions. Les questions sont les suivantes. Quel rôle est-ce que le ESS peut jouer en faveur du travail décent? Est-ce que la transition à une économie formelle d'une économie informelle est toujours désirable? Quelle politique publique est-ce qu'on doit prioriser? Et quelles nouvelles recherches avons-nous besoin? Et maintenant, il me reste à vous présenter nos 3 panélistes. Votre programme, il y a encore des autres qui ne pouvaient pas être avec nous ce matin. Donc, je les présente dans l'ordre qu'ils vont vous parler. D'abord, un ami de longue date, professeur Abdou Salam Fall, qui est le directeur de recherche titulaire des universités, responsable de la formation doctorale Université Cheikh Anta Diop de Dakar, suivi par M. Leandro Moraes, enseignant-chercheur Université de Sao Paulo, Brésil. Et à la fin, Madame Colombia Pérez Munoz, directeur de INDESCO, Institut de l'économie sociale, de l'économie solidaire et coopérative, Université coopérative de Colombie. Alors, on vous donne chacune une quinzaine de minutes pour venir ici au podium et on aura le temps pour un échange avec la salle quand on termine les 3 présentations. Merci et bonne panel. Merci. Bonjour. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité de communiquer avec le public, des citoyennes et citoyens engagés dans l'économie sociale et solidaire. J'apprécie fortement votre initiative de me demander d'intervenir. Les 3 questions que vous avez formulées, je vais les articuler autour de 3 réponses. La première réponse consiste à considérer que l'économie sociale et solidaire
va s'ouvrir aux évidences scientifiques et le faisant s'ouvrir au monde. Je pense qu'en termes d'articulation entre les pratiques et la recherche, l'une des premières choses, c'est de créer les conditions de cette ouverture de manière à tenir en compte les évidences scientifiques. Et c'est de cette manière qu'on s'ouvre au monde. L'économie sociale et solidaire est ancrée dans les territoires, mais elle a besoin de son interaction avec le monde qui est son environnement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une accélération des innovations scientifiques, des inventions scientifiques, et les débats au niveau nationaux et internationaux sont autour des problématiques qui touchent la planète dans son entièreté à des différences près de degrés d'inégalité. Et ces questions qui se posent à l'échelle des pays et du monde touchent les changements climatiques, par exemple, la question de l'intelligence artificielle, ou alors ce qu'on peut appeler les inventions post-quantiques, parce qu'il est maintenant démontré qu'une bonne partie de la technologie que nous utilisons, cette technologie va être désuète dans les 2 à 3 années à venir et nous allons entrer dans une phase post-quantique qui entraîne un renouvellement des équipements à l'échelle mondiale et donc nous devrons suivre ces inventions post-quantiques et les expériences aussi qui sont en cours de formulation d'indicateurs autour de l'indice de bien-être. Il y a plusieurs dynamiques qui s'amorcent, qui méritent que nous soyons au courant. Nous devons aussi tirer les bilans des chocs et crises que le monde a connus récemment, notamment avec la COVID-19 ou alors avec la crise russo-ukrainienne, le bilan que nous en tirons, notamment sur les échanges mondiaux, notamment sur les relations internationales entre les pays du Sud et les pays du Nord, etc. Parmi les questions qui appellent aussi une surveillance rapprochée, c'est toute la dynamique de changement qui s'opère sur les paradigmes au sein du système des Nations Unies. Et dans le cadre des pays du Sud, la surveillance qui est faite de plus en plus pour l'émergence de ce qu'on appelle les épistémologies du Sud, d'une manière de repenser le monde à partir de notre génie culturel propre, de nos inventions qui ont été passées sous silence depuis de nombreuses décennies. Donc les épistémologies du Sud, mais aussi les avancées sur la surveillance des zoonoses pour tirer le bilan de la situation de la COVID-19. Des recherches importantes sont amorcées dans le monde de manière à suivre l'émergence des zoonoses, qui sont le cadre par lequel se développent évidemment les nouvelles épidémies. De même, la génétique, à la fois biologique et animale, sont un domaine très important qui appelle aussi que nous surveillons les évidences scientifiques qui s'amorcent. Nous devrons aussi nous intéresser à la réécriture de l'histoire des peuples et de faire aussi l'analyse des vulnérabilités qui se passent à l'échelle mondiale et dans les pays. Les avancées du numérique constituent aussi un domaine très important parce que cela participe de la démocratisation des innovations et de l'accès à l'information scientifique.
l'information scientifique, technologique et technique, voire les informations et les évolutions des peuples au plan socio-culturel, économique et social. Voyez-vous, si je devrais poursuivre cette énumération, on ne s'en sortirait pas, mais cela montre simplement que nous avons dans ces différents domaines des évidences scientifiques et l'enjeu véritable dans le dialogue que nous devrons développer, c'est d'interpeller les institutions de recherche, les institutions universitaires sur leur stratégie de gestion des savoirs pour que l'information scientifique, les évidences scientifiques soient disponibles auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans la perspective du développement durable. Il est indispensable que les institutions de recherche, les académies se dotent des services de gestion des savoirs, de management des connaissances de manière à les rendre disponibles auprès des acteurs de la manière la plus accessible possible. Donc, dans ce domaine-là, nous sommes interpellés tous sur la pédagogie des évidences scientifiques pour assumer la visibilité des évidences scientifiques, la lisibilité et l'accessibilité des évidences scientifiques. Nous devrons aussi réfléchir aux supports adaptés pour véhiculer les informations scientifiques, techniques, autour de notamment la préoccupation de l'édition scientifique pour l'économie sociale et solidaire. C'est un domaine où nous ne disposons pas de beaucoup de supports de vulgarisation, de diffusion des connaissances, de partage des connaissances à l'échelle internationale. Donc le défi de l'édition scientifique est un défi important. Mais nous devrons aussi travailler à l'éducation à la science pour asseoir l'élargissement de la culture scientifique. La COVID a montré combien la diffusion de la rumeur, des fausses nouvelles, a rendu impossible l'exécution des plans institutionnels, d'abord d'accès à la vaccination, mais aussi simplement de respect des traitements qui sont édictés par le monde scientifique. Cette gestion de la rumeur passe d'abord en amont par la capacité de développer une culture scientifique le plus large possible à l'échelle des peuples. Et donc, cette éducation à la science devrait permettre d'œuvrer à la démocratisation du système de management des connaissances. Je voulais répondre à la deuxième question en proposant ce que nous appelons ici la recherche embarquée. Dans la relation entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, dans la perspective d'un développement durable, et les institutions de recherche académique, il est utile de s'engager en commun vers ce que les Québécois appellent la recherche partenariale et ici que nous appelons la recherche embarquée. C'est-à-dire les mouvements sociaux conçoivent leur programme de développement de l'économie sociale et solidaire, se font accompagner par des institutions de recherche, des laboratoires de recherche, et d'un commun accord, ils participent à élaborer en commun les objectifs de recherche, à coproduire les bases du protocole de recherche, de manière à ce que les résultats soient connus des mouvements sociaux, parce que ces mouvements sociaux ont participé à suivre l'évolution de l'activité de recherche pour pouvoir tirer profit de ces résultats. Et dans ce cadre, l'une des tâches les plus urgentes, c'est ce qu'on pourrait appeler la systématisation des connaissances et des expériences issues des mouvements sociaux et des acteurs de l'économie sociale et solidaire autour des ODD, mais aussi autour plus largement des biens communs. Et il s'agit donc de développer des complicités positives entre les chercheurs dans leur laboratoire pour s'inspirer mutuellement et développer la recherche partenariale.
et mettre en évidence, en relief, j'allais dire, les évidences scientifiques pour développer plus de réflexivité. La recherche accompagne les acteurs de terrain de manière à favoriser la réflexivité sur les pratiques des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et il s'agit aussi de travailler à mettre en relief la volonté d'apprendre ensemble, apprendre sur les processus, mais aussi tracer les finalités sociétales et environnementales de l'économie sociale et solidaire. Et pour le faire, il est utile de s'inscrire dans le besoin de bâtir des partenariats sur le moyen et long terme. Enfin, pour répondre à la dernière question, c'est d'articuler le tout autour de nos nouveaux paris, notamment les paris de la recherche sur l'économie sociale et solidaire dans le développement durable, et c'est par là que je voudrais terminer. Et pour le faire, une des stratégies consiste à tirer le bilan de la recherche en Afrique, qui est jusqu'ici fortement dominée par des choix thématiques opérés par les institutions de financement de la recherche internationale et qui définissent leurs priorités sans au préalable mener les concertations multi-acteurs qui permettent de définir l'agenda de recherche. Autrement dit, ceux qui financent la recherche dictent l'agenda de recherche et c'est ce que nous subissons dans les institutions où nous travaillons. Il faut changer ce paradigme et privilégier l'endogénité, privilégier l'ancrage territorial et travailler à mettre en relief les proximités de manière à mettre à l'échelle ce qui s'élabore dans les territoires, dans la proximité, dans l'endogénité qui devrait être mise à l'échelle. Et ce processus de mise à l'échelle est un des axes importants de recherche. Il faut également développer pour cela la concertation, les concertations, la coproduction et l'apprentissage commun pour définir l'agenda de la recherche et cette recherche que j'ai appelée la recherche embarquée. Et pour tout cela, autour de quoi l'agenda me semble être tracé d'une certaine manière par la résolution des Nations Unies, promouvoir l'économie sociale et solidaire dans le développement durable. Et cet agenda est assez clair. Et cet agenda nous permet de suivre les processus et les modalités, voire le bilan de l'implication des organismes internationaux de financement, notamment le besoin d'installer des fonds dédiés à l'économie sociale et solidaire. Il appartient aussi à la recherche de suivre tous les processus qui ont mené à l'édification de ces fonds dédiés, mais aussi leur administration ainsi que les résultats que cette recherche aurait produits au service des acteurs de l'économie sociale solidaire. De même, l'analyse des mécanismes d'accompagnement technique et aussi autour de la qualité qui devrait être faite par tous les acteurs, qu'ils soient des collectivités territoriales, des États ou des institutions internationales ou alors des réseaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, en mettant en place des incubateurs d'entreprises, car on le sait bien, tout organisme a besoin pour croître d'être protégé, d'être accompagné, d'être soutenu autour de sa marche à suivre, mais aussi de la qualité qui va correspondre à son niveau d'accroissement, de croissance, j'allais dire. Donc c'est très important de travailler autour de cette perspective de l'analyse des mécanismes d'accompagnement pour le suivi des ODD. La réalisation des comptes satellites dont on a parlé ces 2 derniers jours, les comptes satellites statistiques qui permettent d'avoir dans les statistiques nationales, locales et internationales des statistiques dédiées à l'économie sociale et solidaire. Ceci est indispensable pour y arriver. Et
Autrement, nous allons faire des recherches avec des indicateurs qui n'étaient pas sur l'agenda au départ. Comme nous avions, il y a quelques années, travaillé sur le Sénégal à partir du recensement général des entreprises du Sénégal, recensement qui ne comprenait pas les entreprises coopératives, mais qui comprenait seulement les entreprises sociales. Et on était arrivé, avec les analyses, à observer que c'était les entreprises sociales seulement participaient à hauteur de 11% du PIB au Sénégal. Et cette enquête date il y a juste 3 ans. Donc, je termine par dire, il y a aussi l'axe, et Chantal l'avait rappelé tout à l'heure, de la formation sur l'économie sociale et solidaire menée par les ministères, menée par les collectivités territoriales, mais également menée par les centres de recherche et de formation universitaire. Quel est l'état de la formation à l'économie sociale et solidaire? Et on sait qu'au sein du laboratoire où je travaille, nous sommes en partenariat avec le ministère de la sociale et solidaire. Nous venons de mettre au point un manuel avec 20 modules de formation destinés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et dans le courant des semaines à venir, nous devrons déjà démarrer ces formations destinées aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et des partenaires du ministère. Enfin, il est important de travailler sur la conception des bilans sociaux, pour suivre les effets et les impacts, aussi bien au sein des entreprises collectives et sociales, mais aussi pour tracer l'humanisation dans les entreprises, de quelque sorte que ce soit, à partir du principe de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Et donc, oui, professeur, la transformation des économies informelles en des entreprises collectives et sociales est un enjeu de notre époque. Et pour y arriver, nous devrons éviter de parler de formalisation, mais nous devrons considérer que cette transformation passerait par la croissance des entreprises, la croissance saine des entreprises d'économie sociale et solidaire, des entreprises dites donc informelles. Et pour cela, l'apport considérable de l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord autour des valeurs que partage l'économie sociale et solidaire. Les valeurs d'ancrage territorial, les valeurs de participation, les valeurs éthiques, mais aussi la lucrativité limitée, qui sont des éléments essentiels pour construire l'identité économique, sociale et solidaire. Mais la solution pour que les nouveaux paris ou défis de la recherche sur les soient réalisés en vue du développement durable, il me semble qu'un élément majeur réside dans ce qu'on pourrait appeler l'entrepreneuriat scientifique, qui devrait se développer aussi au sein des institutions de recherche, de manière à développer l'autonomie qui permette de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement et l'exécution des programmes de recherche. C'était le mot de la fin. Je vous remercie. J'invite Leandro de prendre la parole, s'il vous plaît. Cambiar un poco el idioma. Buenos días a todos y todas. Es un honor muy grande, una alegría de estar acá. Entonces, primero agradezco la oportunidad de la invitación de estar acá aprendiendo, socializando y reflexionando sobre un tema de mucha importancia, que es el tema general de este encuentro,
e, sobretudo, o tema desta sessão. Antes de nada, para tratar os 3 pontos principais, que são a questão da contribuição da economia social e solidária para o tema do trabalho decente e também para o tema da economia informal, para uma transição, da questão das políticas públicas prioritárias e da agenda de investigação, queria começar tendo em conta que todas essas discussões estão inseridas em uma questão mais geral, que é o contexto atual em que estamos, o atual contexto. Um contexto, para mim, paradojal, paradoja, porque de um lado vivimos a mais extraordinária inovação tecnológica de los tiempos, avanços materiales increíbles en la economía, en las finanzas, en el mundo, en la comunicación, en las tecnologías. Podemos ir a Marte, podemos ir a la Luna, quien tiene la plata, evidente, no es mi caso, pero al mismo tiempo no hemos tenido la capacidad de garantizar lo básico, la alimentación, la habitación, trabajo digno, la cultura para gran parte de la población. Entonces, el primero que tenemos que tener en cuenta es que el contexto actual es fruto de un modelo de desarrollo incoherente, de un modelo de desarrollo que tiene una capacidad de generación de riqueza muy grande, pero una capacidad o una no capacidad de distribución de la riqueza para gran parte de la población. Entonces creo que estamos tratando, cuando hablamos de desarrollo sostenible, de un modelo que no es sostenible en términos sociales y en términos ambientales. Tendría acá muchos datos, incluso teniendo la oportunidad de participar como miembro observador a través de CIRIEC Internacional, como miembro observador de la Task Force de las Naciones Unidas y también trabajando más de 10 años como colaborador de la OIT en las academias internacionales de economía social y solidaria y otras agencias también, acompañando el trabajo de mucha importancia coordinado por Antonella, que acá está y que nos habló sobre el tema de la OCDE, que um outro contexto deve ser criado, fortalecido em âmbito global. E este novo modelo, este modelo alternativo, que acá não estamos propondo a formação ou o origen, porque já existe, é a economia social e solidária. Ou como digo, son las economías sociales y solidarias, porque no hay una, hay muchas, sobre todo en términos internacionales. La economía social y solidaria en Latinoamérica tiene sus especificidades, en África tiene sus especificidades, así como en Europa, Norteamérica, en toda la parte del mundo, el Asia, Oceania. Tuve a oportunidade, estou tendo a oportunidade de conhecer, de aprender, de ler sobre as diferentes economias sociais e solidárias. Pero aunque tengamos um segmento, um sector que tenha diferentes nomes, de acordo com a história, a cultura, a formação política, econômica de cada país, temos alguns princípios operativos
comunes que nos unen. La cuestión de la autogestión, la cuestión de la gobernanza participativa y democrática, la cuestión de la participación de los que hacen, de hecho, en los territorios, la economía social y solidaria, en las cooperativas, en las asociaciones, en las mutualidades, en los bancos comunitarios de desarrollo, en los clubes de cambios, en los clubes de semillas, en la agricultura familiar. Es la riqueza de las economías sociales y solidarias que pueden incluso mostrarnos la capacidad de que de modo real, pero también simbólico, la economía social o las economías sociales y solidarias pueden y deben ser fortalecidas, porque tiene también sus fragilidades en el día a día, en el cotidiano, y deben ser fortalecidas, por lo tanto, porque son capacidades de generar mejores condiciones de trabajo, mejores relaciones entre las personas, mejores condiciones y modelos de producción, de consumo. Entonces, eso estamos tratando también de desafíos, que es, por ejemplo, transitar de la economía informal hacia la economía formal. Y ahí hay tipos y hay diferentes formas que incluso en la realidad, en la práctica, se relacionan con diferentes experiencias de economías sociales y solidarias en cada país, en cada región, o incluso hasta mismo dentro del país. En mi país, por ejemplo, tenemos una parte de las cooperativas más empresariales, entre comillas, que son las cooperativas de la Organización de las Cooperativas Brasileñas. Pero también tenemos las cooperativas más populares, más solidarias. Y así tenemos que tener en cuenta la amplitud, la heterogeneidad, porque discutir la transición hacia el trabajo decente depende de tener en cuenta cuál es la experiencia real, práctica, que estamos tratando. Pero, de todas las formas, hay condiciones reales, prácticas, para trabajar el tema, por ejemplo, en las asociaciones, en la generación de cooperativas, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, y ahí digo que tengo la oportunidad de trabajar con el tema de la localización, del global al local, porque en mi universidad coordino un núcleo de investigación, pero de extensión, es decir, las acciones que la universidad tiene que hacer fuera de la universidad. Porque tenemos un histórico de que la universidad habla para sí misma. Sobre todo nosotros en Brasil, soy profesor del Departamento de Economía de una de las más importantes universidades de Brasil, que es la Universidad Estadual de São Paulo, y que estamos en una lucha para que puedan valorar los trabajos con las acciones en las comunidades, en los territorios. Sobre todo yo que vengo de un departamento de economía, pero siempre digo que soy un economista, doctor en economía, pero un economista con corazón, porque tengo amigos que no tienen corazón, es decir, hablan entre ellos, escriben papers magníficos, pero que no tienen una conexión con la capacidad de enfrentar problemas reales de la comunidad que están. Entonces, tenemos que cambiar un poco la forma de pensar la economía. Incluso pienso yo que en los cursos de economía que conozco, enseñan de forma equivocada en el primer curso, el primer año de la Facultad de Economía, la definición de economía. Que la definición de la economía es para maximizar el bienestar, es para optimizar la producción, el homo económico, que puede, por lo tanto, precarizar el trabajo, utilizar el trabajo de niños y niñas y deteriorar el medio ambiente. Entonces, en
Interesante la conexión con la investigación, porque vivimos un momento importante histórico donde la enseñanza y las investigaciones en economía social y solidaria están ganando también una participación, una presencia muy importante, como también un objeto de seriedad científico. Y así estamos trabajando para el tema. Eso nos compete conectar con el tema de las políticas públicas. Las políticas públicas, por lo que he visto, he tenido la oportunidad de coordinar por un tiempo en las academias internacionales de la OIT la parte de políticas públicas, es que donde hay de hecho políticas públicas verdaderas, de éxito, son políticas públicas, primero, de abajo hacia arriba, no son hechas en las oficinas de los consejeros y pasado para los partícipes. No, son co-construidas con el territorio, son co-construidas con quien de hecho entiende las demandas sociales, económicas, culturales, políticas del territorio. Segundo, deben ser políticas de Estado y no de gobierno, porque el gobierno cambia y las políticas, cuando no son institucionalizadas, no tienen capacidad de garantizar su permanencia. Tercero, deben ser políticas transversales. No puedo entender la economía social y solidaria como algo puntual, pero como algo que debe dialogar permanentemente con la educación, con la salud, con la justicia, con los derechos humanos, con la cuestión de género. Y así nos enseña y nos muestra que es el camino de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que trabajamos como metas en nuestros proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque allí tiene una idea de conexiones, de la transversalidad, de la conexión, de que generar productos, servicios de la economía social y solidaria, para además de la generación de renta, de empleo, de trabajo, generamos también capacidad de participación política, capacidad de dialogar con el medio ambiente de formas más humanas, sostenibles e inclusivas. Entonces, por ejemplo, cuando trata de la política pública, la prioridad es intentar poner la política pública en todos los consejeros, ministerios, porque la economía social y solidaria no debe ser entendida como algo para enfrentar solamente la realidad de las poblaciones pobres, marginales, pero debe ser entendida como algo más amplio, como un modelo de desarrollo posible y necesario para enfrentar los cambios que tenemos que enfrentar, que no son fáciles, son muy complejos, pero sí podemos, porque hacemos juntos y no de forma individual, y no para maximizar el individual, y sí para el bienestar colectivo de todos y todas. El tema, por ejemplo, del hambre, que es un tema que me preocupa muchísimo, sobre todo después de la pandemia. Lo que hemos visto es el aumento del hambre en el mundo. Mi país, Brasil, es uno de los más grandes e importantes productores de alimentos, de comida. Pero por otro lado, es uno de los países donde el hambre aumentó significativamente después de la pandemia. Es parte también de un modelo incoherente. Entonces, por ejemplo, tenemos que fortalecer la economía de la agricultura familiar, de la producción comunitaria, pero con escala, pero con gestión,
pero con capacidad de hecho de producir con calidad. Entonces, es algo de un desafío global y local. En términos de las investigaciones, necesitamos, desde mi punto de vista, como investigador en el tema, desde que he empezado el grado y después y tal, como investigador de hecho en el posgrado, pienso que necesitamos, trabajar el avance conceptual en términos epistémicos. Primero, hay hoy en día muchos términos: economía de plataforma, colaborativa, green economy, economía creativa, términos nuevos que sí se conectan con economía social y solidaria, pero que no todos son economía social y solidaria. Hay que entender y evaluar con detalles para saber lo que estamos hablando, porque si no es una forma del modelo hegemónico también utilizar de nuestros términos para hacer lo que no queremos que lo haga. Uno. Dos, entonces el punto epistémico es muy importante. Necesitamos muchísimo, y eso estamos de acuerdo, he escuchado acá por muchas veces, y muchos de los que han hablado, avanzar en el tema de los datos. Necesitamos sí, y es un gran desafío para nosotros de la economía social y solidaria, porque no podemos trabajar con las métricas tradicionales de la economía, porque además de generar renta, trabajo, generamos también emancipación, inclusión, preservación del medio ambiente. Entonces, ¿cómo trabajamos la mezcla de metodologías cuantitativas y calitativas para demostrar el impacto social de lo que hacemos? Necesitamos también profundizar y fortalecer la sistematización de experiencias nacionales, experiencias regionales, internacionales. Daí que um evento como esse é um evento de muitíssima importância para que podamos cambiar práticas, experiências, pero não somente experiências de êxito, os best cases. Temos também que cambiar experiências que não foram de êxito, porque através disso podemos enfrentar fragilidades, desafios importantes. Devemos trabalhar na perspectiva del desarrollo endógeno, del ecosistema territorial para las economías sociales y solidarias. Es decir, cómo conectamos gobiernos, universidad, participantes reales de las cooperativas, asociaciones, incluso para que tengan capacidad también de decir, para que sea una interacción dialógica a través de la reciprocidad del conocimiento académico y del conocimiento popular y del territorio. Debemos incluso conectar la enseñanza con la investigación y con lo que llamamos en Brasil de la extensión, que son las acciones prácticas de la universidad hacia la comunidad. Debemos pensar ahora el tema de la internacionalización de la economía social y solidaria, porque juntos, en términos globales e internacionales, seremos mucho más fuertes para enfrentar los desafíos globales. El tema de la innovación social y de tecnología social, que también sigo trabajando y nos trae muchísima importancia para entender el tema. Y por fin, pero no menos importante, el tema de la institucionalidad y de la relación con la legislación y los instrumentos normativos. Es decir, salimos de aquí con una agenda de compromisos de complejidad, pero también salimos de aquí felizes por saber que incluso ahora, con la resolución de las Naciones Unidas, somos un equipo global y trabajamos de manera colectiva en el ámbito local y también internacional. Muchas gracias por la atención.
Merci beaucoup, Leandro. Merci beaucoup, professeur Abdusalam Fall, pour nous donner vraiment des pistes pour le groupe de travail de recherche. Mais vous avez soulevé tous les deux quelque chose que je veux seulement répéter comme économiste. On est des économistes et on est vraiment des réfugiés qui sont pour la plupart soit dans des réfugiés heureuses, je dis, dans des écoles de politique publique ou même dans des facultés de gestion ou dans les départements de sociologie, en sociologie économique. Un des enjeux importants au niveau de la recherche et dans les milieux universitaires, c'est vraiment de faire s'embarquer les économistes avec nous. Je vous félicite, professeur Abdusalam Fall, pour ce que vous avez fait dans votre université ici pour élargir un dialogue interdisciplinaire, multidisciplinaire. Et Leandro, je me rappelle bien mes longues conversations avec professeur Paul Singer, et je suis allée à Sao Paulo à les incubateurs, qui est devenu un modèle qu'on a copié, adapté, mais copié à Montréal dans nos universités. Alors je pense pour la recherche, on parle beaucoup de la recherche partenariale avec des acteurs et avec des représentants d'administration publique, mais souvent à l'intérieur des institutions universitaires, on est encore dans des silos disciplinaires et il faut trouver les façons, en particulier d'embarquer les économistes académiques avec nous. Alors, il me reste maintenant, je vais le présenter en anglais. I'm delighted now to present our last speaker, Madame Colombia Perez Munoz from Colombia. Thank you. De todo, quiero agradecer por la invitación a este importante foro. He sido seguidora de todas sus versiones y quiero resaltar la importancia que tienen este tipo de espacios para el fortalecimiento del pensamiento colectivo de la economía social y solidaria. Yo creo que en esta versión se ve cómo a lo largo de los años se ha ido construyendo ese pensamiento colectivo, cómo tenemos un cerebro colectivo que permite posicionar discursos y prácticas en todos los continentes, en una de criterios, pero respetando la gran diversidad y la riqueza que tiene la economía social y solidaria. Y en este momento que me toca intervenir después de unas interesantes participaciones del director de investigación de la Universidad de Dakar, donde hace énfasis en esa ciencia abierta que permite democratizar el conocimiento y acceder y también que exige escenarios de apropiación social de conocimiento para todas las comunidades y aquellos que están interesados en los diferentes temas. Veo unos puntos de confluencia, como también con mi colega Leandro de la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Entonces quiero reorientar mi presentación comenzando por la primera pregunta que se nos hizo, y es cómo la economía social y solidaria contribuye a ese trabajo decente. Esto tendríamos que resaltar que en la medida en que el modelo económico que promueve la economía social y solidaria es un modelo centrado en las personas y en los valores de la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, la gestión democrática, en ese sentido tiene desde ya un rol fundamental para el trabajo decente. Y he puntualizado unas evidencias de ello. Ante todo, es un trabajo que es una
modelo económico que crea y preserva empleos de calidad. Y al hablar de calidad estamos hablando que son empleos que respetan los derechos laborales, que generan condiciones de trabajo dignas e igualdad de oportunidades para grupos que necesitan y que demandan una inclusión social, y grupos que tienen están en condiciones vulnerables específicamente para los hombres y mujeres. Pero también quiero resaltar que la economía social y solidaria fortalece la protección social de los trabajadores y sus familias, va más allá de los trabajadores su impacto, y en esa medida se puede acceder a servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, y a sistemas de seguridad que tienen en cuenta los riesgos profesionales y otras contingencias sociales que son inherentes al trabajo. Por otro lado, esa economía social y solidaria impulsa el desarrollo territorial y el desarrollo local porque responde a las necesidades y potencialidades de cada contexto y valora esos recursos locales y el bienestar, el buen vivir de las comunidades en armonía con la naturaleza. Por último, pensaríamos que otra evidencia de ese vínculo con el trabajo decente está relacionado con que puede promover el diálogo social y la participación democrática de los trabajadores, porque hay desde la incidencia que genera la economía social y solidaria, quienes militamos en ella, quienes estamos en las organizaciones de economía solidaria, podemos participar activamente en la formulación y en la implementación de las políticas públicas, y también se genera lo que nos permite a través de la incidencia poder aportar asuntos de interés social que tienen que ver con el consumo responsable y con el comercio justo. En síntesis, esta economía social y solidaria crea, protege, impulsa el desarrollo local y activa ciudadanías que nos permiten generar condiciones no solo para los que estamos aquí, sino para las nuevas generaciones. Ahora bien, nos hacen la pregunta si en este contexto en el cual vivimos es siempre deseable la transición hacia la formalidad, y en ello hay unas lecciones importantes de la economía solidaria y popular donde confluyen varios formales e informales y que nos muestran que este proceso de transición es un proceso complejo y multidimensional, que implica oportunidades y desafíos para los trabajadores y para las empresas, y no es un tema de blanco y negro, no es si es deseable, no es deseable, sino que implica un continuo acercamiento debido a los diferentes grados y tipos de formalización que hay. Y que en esa formalización habrá ventajas, ¿cierto? Porque habrá mejor acceso a los derechos laborales, cuando se ha visto que en la informalidad se viven condiciones de precariedad y vulnerabilidad, pero también hace que estas empresas puedan ser más competitivas en la medida en que tengan acceso a formación, a financiación y a un entorno regulatorio más favorable, donde el acceso a crédito y el vínculo con la innovación y la cooperación van a ser importantes. Y en términos generales, pues estas formalizaciones contribuyen a los ingresos públicos, y estos actores comienzan a ser más activos en los diálogos sociales que se generan en nuestros contextos. Pero quiero hacer particular énfasis en las
retos que esto implica, porque lo primero tendría que ser el garantizar la participación y empoderamiento de los trabajadores, reconociendo la contribución que ya hacen al desarrollo económico y social. Se ha mencionado a lo largo del evento como en la mayoría de las economías entre un 50 y 60%, dependiendo de los países. En mi país fluctúa en esos porcentajes la informalidad. Estamos hablando de en Colombia, de cerca de 6 millones de personas que están en la informalidad, y en esa medida esa estrategia debe partir del reconocimiento de este colectivo y se deben crear las condiciones para su participación. En este sentido, totalmente equívocas las políticas que apuntan a penalizar y en algunos momentos excluir a aquellos que no desean formalizarse, porque no quieren, o algunos porque no pueden, y creemos que es importante dar esas necesidades específicas y favorecer espacios educativos, emancipadores, donde el conocimiento, la sensibilización frente a nuevos modelos de economías transformadoras, entre ellos la social y solidaria, sea el punto de partida para tomar la decisión de formalizarse o no. Lo anterior implica entonces adaptar políticas y regulaciones a la diversidad y capacidad de los diferentes sectores y ocupaciones, y de todas maneras esto implica que no hay forma de que esto se haga con enfoques uniformes y simplistas que pretendan aportar recetas donde es imposible, dada la diversidad y el potencial y la riqueza que tienen. Marco entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que se tendrían que priorizar? Y en las políticas públicas, pues se pensaría que tienen que ver con las de tipo regulatorio y las de tipo redistributivo, que apunten a reducir esa desigualdad y promover la justicia social, y en ese orden de ideas tendrían que ser las que tienen que ver con el reconocimiento jurídico y el apoyo institucional a los diferentes marcos legales, normativos, fiscales, y encontramos que en los diferentes países a menudo este tipo de políticas ya existe, pero se vuelve lenta la reglamentación y también no hay cruces entre las políticas, entonces terminan en unos ejercicios que no suman y no generan sinergia. Por otro lado, son importantes las políticas que tienen que ver con compras públicas para que la economía social y solidaria pueda tener, a partir de criterios socioambientales, éticos de contratación, acceso a estos mercados públicos. Son importantes también las políticas de ciudad, donde se reconozca la economía social y solidaria como un actor que puede movilizar a nivel urbano el desarrollo sostenible, generar también la cohesión social y la innovación. Otra prioridad en las políticas públicas tiene que ver con aquellas que fomentan la integración económica de grupos solidaria, en donde encontramos aquellos grupos que tienen condiciones de vulnerabilidad, políticas públicas que apunten a la discapacidad, a reconocer la economía del cuidado y las potenciales que tiene esto para el desarrollo sostenible. También las que tienen que ver con un sector económico específico, y allí vemos la importancia de apoyar nuevos modelos de negocio
donde temas emergentes como el turismo, la cultura y las plataformas digitales cooperativas que democratizan la propiedad, pero que en nivel de legislación están aún muy quedadas en cada uno de los países, y entonces esta innovación todavía no ha podido emerger con las potencialidades que tiene. Y en esta medida me uno a lo que mencionaba Leandro, la importancia de que en esta formulación y definición de políticas públicas pues tengan acceso a la coproducción, a la coconstrucción, públicos y los diferentes actores de la economía solidaria para generar unos ejercicios que vayan desde la base hacia arriba y realmente procesos de interacción para que tengan el impacto deseado. Por último, después de analizar estos diferentes aspectos que nos sugería esta mesa, pues debo llegar a esa investigación que permite reafirmar, definir, dar condiciones para los numerales que he mencionado anteriormente. Y allí hay que rescatar que estamos en un modelo, la economía social y solidaria es un modelo interdisciplinario que contribuye a la generación, divulgación, intercambio y transformación de conocimientos para que esa economía solidaria sea más democrática, inclusiva y sostenible. Y allí coincido con la mayoría de las prioridades que establecen los colegas, siendo la primera el de conceptualizar y definir la economía social y solidaria para reconocer ese dinamismo, para reconocer esas fronteras, para no poner en la misma bolsa todas las cosas que a veces suena interesante, pero en otros momentos desdibuja los principios y valores a los cuales obedecen nuestras diferentes expresiones de economía solidaria. Considero importante y se reitera esta prioridad de desarrollar metodologías y herramientas para medir el impacto y los datos. Eso está suficientemente ilustrado y reiterado en diferentes exposiciones a lo largo de estos 3 días. Y quisiera entonces resaltar la investigación para generar nuevos modelos de negocio. Hay entonces una investigación que tiene que ver con la innovación social y las implicaciones que eso tiene en términos de reglamentación, de educación y de gestión misma de este tipo de nuevos modelos de negocio. Por último, es importante generar, además de esas investigaciones que sistematizan ya lo que existe, hablar no solo de buenas prácticas, sino experiencias significativas en las medidas que el error, que el haber cambiado la ruta en el trayecto de la investigación es importante, que el aprendizaje en diálogo de saberes con las comunidades es en un momento impredecible y que es importante resaltar esa versatilidad y la importancia del diálogo de saberes es clave. Y todo ello va a tener que estar necesariamente relacionado con modelos de investigación, acción, participación, donde quiero resaltar para finalizar la importancia de la participación de los jóvenes. Y allí, en el ejemplo de los jóvenes, quiero expresar ejemplos de cómo ponerle atención, desarrollar modelos de investigación formativa a través de semilleros de investigación es a su vez la mejor estrategia pedagógica para sensibilizar y para educar y para lograr la conexión general que se requiere con nuestros jóvenes. A manera de ejemplo, en nuestra universidad, donde damos cursos de economía solidaria en todas las carreras de manera interdisciplinaria, que hacemos muchos ejercicios para sensibilizar sobre la economía social y solidaria, hemos encontrado que hay 2 tipos de estudiantes: los estudiantes
que saben que pueden aportarle a la economía solidaria desde sus disciplinas, también estudiantes que quieren emprender bajo el modelo de la economía social y solidaria. Y entonces en los semilleros de investigación hemos podido encontrar la posibilidad de que ellos aprendan algo que les interesa, profundicen en algo que les interesa, y el modelo de investigación-acción que les permite entrar con las comunidades y tener un diálogo de la universidad no es la que sabe, sino en la que la universidad promueve el diálogo. Estos muchachos están encontrando nuevos horizontes profesionales y nuevos horizontes de generación de empresas a partir de este ejercicio. De hecho, tenemos jóvenes que están empezando a proponer startups de origen y con potencialidades para esos nuevos negocios que no existen todavía de manera profunda desde la economía social y solidaria, que tengan, que lleguen a diferentes poblaciones, que sean innovadores. Y también estamos llegando a las propuestas de generar spin-off, donde las universidades, a través de las incubadoras y de poder integrar las diferentes líneas de negocio, se llegue a fortalecer de manera integral la potencialidad de la economía social y solidaria para generar integración económica solidaria en los territorios y con ello desarrollo sostenible y buen vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, el llamado es muy especial a esa investigación formativa con los jóvenes para que se haga efectiva la conexión generacional y aprendamos con ellos y ellos tengan un futuro también diferente para darle continuidad y multiplicar el efecto de esta economía que tiene todas las posibilidades de transformación social. Muchas gracias. Bien, merci beaucoup à nos trois intervenants. C'était des discours très riches, très denses, avec, on voit bien, un appel au développement de la recherche à la fois interdisciplinaire et partenariale avec les acteurs pour à la fois saisir finalement le réel, mais également le transformer. C'est bien ça l'enjeu. Et il s'agit bien de connecter à la fois la recherche, et ils ont insisté également sur la formation, et comme vient de le faire Columbia, la question de la place des jeunes, évidemment. On voit aussi l'importance des jeunes, le poids des jeunes en Afrique, mais ça vaut évidemment sur l'ensemble des continents. Et je crois que si on veut inventer l'économie de demain, il faudra bien sûr s'appuyer sur eux. Alors, je vous propose, on a évidemment démarré un peu en retard et l'heure du déjeuner va arriver, mais je vous propose de prendre un quart d'heure pour éventuellement quelques questions. Si le micro peut circuler, je ne sais pas qui va s'en charger. C'est vous, parfait. Donc n'hésitez pas à lever la main. Il y a voilà, déjà 2-3 interventions par là, même au fond après. On va prendre plusieurs questions à la suite, et puis on invitera les uns et les autres à répondre de manière rapide. Merci à tous les intervenants pour leur pertinence. On a beaucoup appris, merci beaucoup. Je suis Fresnel Mambundu, je fais partie de la délégation du Gabon et je voulais rapidement poser une question autour justement des indicateurs qui ont déjà fait aussi l'objet de questions dans le panel précédent. Il faut notifier que la mesure de l'impact de l'ES sur le développement durable constitue généralement un enjeu majeur pour les acteurs et aussi pour les décideurs. Donc, je voudrais demander quels sont les indicateurs clés à prendre en compte pour mesurer l'impact de l'ES sur le développement durable et comment la recherche peut-elle contribuer à leur définition et à leur utilisation pratique. Merci.
Merci beaucoup pour cette question très intéressante. D'autres ? D'accord. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de me présenter. C'est des moments de plaidoyer. Je suis Madame Fatima Tadem, présidente du réseau des femmes sénégalaises pour la promotion de la planification familiale. C'est l'une des meilleures stratégies pour lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. C'est également l'un des principaux piliers pour la capture du dividende démographique. Le dividende démographique, c'est une fenêtre d'opportunité qui se produit lorsque le ratio de la population active par rapport au nombre de la population en charge s'est accru. Donc c'est très important et il est dit que cela n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'un pays. Alors, je voudrais également dire que je suis présidente, directrice exécutive du Forum des parlementaires africains et arabes pour la population et le développement, qui regroupe 65 parlements membres en Afrique et dans les États arabes. Mon intervention va porter sur une question, mais avant cette question, j'aurais voulu formuler également des recommandations. La question, c'est rechercher, est-ce que la recherche s'est penchée sur le lien entre économie sociale et solidaire et capture du dividende démographique, et également économie sociale et solidaire et couverture sanitaire universelle. Pour moi, à mon humble avis, ce sont là le socle du développement durable. Et il est important de voir le lien qu'il y a entre ces concepts et l'économie sociale et solidaire. Nous savons que j'aurais bien aimé qu'il y ait des thèmes sur l'économie solidaire, sociale et capture du dividende démographique, mais également sur économie sociale et solidaire et couverture sanitaire universelle. Nous savons qu'on dit souvent que nous sommes pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous avons cultivé la pauvreté. En Afrique, par exemple, nous avons des ressources minières, des ressources hydriques, des ressources naturelles. Particulièrement au Sénégal, où je vis, nous avons le phosphate, nous avons l'or, nous avons le zircon, nous avons 531 km de côte avec toutes les ressources halieutiques que regorge la mer. Nous avons également les connaissances, nous avons l'expertise, nous avons des ressources humaines de qualité dans tous les domaines d'expertise. Je pense que ce qui reste, il suffit de trouver, d'identifier des mécanismes, des stratégies plutôt innovantes, novatrices, de mettre en place des systèmes et des mécanismes qui nous permettent de mettre tout cet arsenal de richesse au profit des populations, au profit de notre développement socio-économique. Madame Sonia l'a dit, elle a parlé des jeunes et je pense que c'est à nous de voir comment encourager les jeunes à oser entreprendre. Il faut que les jeunes osent entreprendre, que nous puissions, ils portent le développement durable sur leurs épaules et ils portent également l'avenir de notre continent sur leurs épaules. Je pense qu'il y a lieu de les encourager, de les encadrer, de les accompagner, de les appuyer pour qu'ils puissent porter l'avenir de notre continent. Merci. Merci à vous pour ces mots très forts. Je vous propose de prendre 2 autres interventions. Et puis, il y a derrière vous, il y a la dame. Voilà. Demande. Ce sera juste après. Bonjour tout le monde. D'abord, je me présente. Je me nomme Moussé Moulay Sek. Je suis marchand ambulant, les vendeurs de riz. Et dans une plateforme des travailleurs de l'économie informelle. J'ai 2 questions pour les professeurs. Professeur Abdou Salam Fall et le Brésilien, je pense que c'est Léo Androndo,
presse. Vraiment, monsieur Léon Androndo Presse, votre intervention m'a vraiment surpris. Parce que je me dis souvent, nous les acteurs, on a un problème avec les universitaires. Chaque jour, on nous donne un concept nouveau. Avant, on parle l'économie souterraine, l'économie parallèle, l'économie informelle. Maintenant, il y a un nouvel concept, l'économie sociale et solidaire. Et nos autorités, les États, par exemple nous ici au Sénégal, on a subi un problème avec le gouvernement parce qu'avant, on avait un ministère du commerce chargé du secteur informel. Mais au moment du remaniement, ils ont enlevé le mot secteur informel dans l'ossature du gouvernement. Nous sommes restés pendant 2 ans sans interlocuteur. Parce que les marchands ambulants, les autres branches du secteur informel, comme les Jakartaman, ceux qui n'ont pas dans l'artisanat, finalement, on n'a pas un interlocuteur pour parler avec l'État. Et après, ils nous ont amené le ministère de l'économie sociale et solidaire. Et ministère de l'artisanat et de la transformation de l'économie informelle. C'est pour cela que je vous interpelle, parce que vous les intéressés, il faut que vous stabilisez un concept qu'on puisse nous-mêmes stabiliser. Parce que finalement, chaque jour, on referait la même chose. Les définitions reviennent presque 10 ans avec une nouvelle concept. C'est ça les questions. Mais 2 contributions. Si on veut réussir vraiment l'économie sociale et solidaire, je pense qu'il faut insister sur la solidarité et la générosité. Solidarité et la générosité. Parce que sans la générosité, parce que ici, comme pour terminer, pour nous ici au Sénégal, souvent on recase les acteurs informels, mais au lieu que de nous recaser, on nous parque dans un lieu que personne ne peut pas nous voir. Les autorités, ils n'ont pas la générosité de nous donner des espaces, des espaces visibles, des points stratégiques. S'il y a un point stratégique, ils vont construire immeuble ou autre chose, mais si c'est les acteurs informels, ils disent qu'au lieu que de nous recaser, nous on pense que c'est du encoulé, ce n'est pas du recasement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Une dernière intervention, s'il vous plaît. Okay. Non, on va devoir après enchaîner parce que. Oui. Est-ce que je parlais en anglais? Yes, you can. Okay. I'm civil professor Yoshida from Hokkaido University in Japan. For the last generation, I've been working on the indigenous peoples across the globe, starting from the Ainu people, the indigenous people in Japan. I think, generally speaking, the indigenous people across the globe are still marginalized, oppressed, and ostracized from the global economy. For example, last March, I was in Amazon. I stayed in the indigenous village for more than 2 weeks, who are facing deforestation and facing poisonous mercury contamination. And I'm just wondering what kind of concrete and practical role will social and solidarity economy will play to improve their still oppressed indigenous peoples across the globe? That's my question. Thank you. Je propose oui, qu'on enchaîne. Du coup, il y avait une dernière question de Madame, voilà, qui était derrière moi. Voilà. Hello, adjointe au maire de la ville en charge de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup.
chercheurs sans la recherche, on fait du pilotage. Alors, je vous- parmi les outils que vous comptez, scientifiques que vous comptez utiliser pour porter votre contribution dans le, pour apporter votre contribution dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, quels sont, je veux dire, parmi ces outils-là, avez-vous pris connaissance de que la ville a préconisé pour s'appuyer là-dessus afin de trouver la bonne voie et la meilleure voie pour le développement de ces territoires. Grâce alors au coaching territorial qui a permis à la ville de Dakar de se doter de développement de l'économie sociale et solidaire, comment pensez-vous pouvoir utiliser cet outil pour meilleurs résultats dans vos analyses scientifiques? Je vous remercie. C'est que nous le connaissons. Une meilleure prise en charge des problèmes que rencontrent les acteurs avec les acteurs du secteur informel qui représentent au niveau du Sénégal 70% de l'économie nationale. Cela veut dire qu'ils occupent une place tellement importante, mais tellement pas mal, peut-être tellement considéré, excusez-moi du terme. Là, il a fait encore un cri du cœur, à savoir, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, leur prise en charge s'efface ou ils ne se retrouvent plus. Aujourd'hui, il vient de dire qu'ils sont entre deux ministères et donc ça veut dire qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Ce qui veut dire que depuis qu'ils ont commencé à parler de leurs soucis voilà, ils demandent un peu plus de responsabilité par rapport au rôle qu'ils jouent dans notre économie et s'accompagner d'une manière visible et efficiente, si j'ai bien compris. Pour le problème des ministères, nous, la ville de Dakar, agir pour les décisions la ville de Dakar, vous avez rencontré Madame la directrice CODEM et nous agents avec la charge que j'ai de l'économie sociale et solidaire de trouver ensemble à vos soucis. Nous avons un plan pour vous qu'on pourrait vous proposer concernant les qui pourraient vous convenir pour développer correctement, comme vous le souhaitez, vos activités, tout en
voilà, les chiffres pour le financement de... Merci madame. On prend vraiment une dernière question et 30 secondes. Hein. On s'est dit, voilà, parce que sinon on va vraiment déborder beaucoup trop. Et puis après, on laissera chacun de nos intervenants répondre en 2 minutes chacun. Merci monsieur de nous avoir permis de répondre, parce qu'on s'est senti exclu. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, on ne doit pas exclure. Et je pense que déjà, il y a un processus d'exclusion dans la préparation de ce processus, parce que beaucoup de catégories ont été exclues et ont dû forcer pour participer. Donc au moins, vous êtes des chercheurs, vous allez nous permettre un peu de dire. Le principal problème qu'on a et qu'on veut que les chercheurs portent, c'est comment contextualiser l'économie sociale et solidaire à partir de vos recherches. Abdou Salam Fall, qui est là, est très bien passé pour jouer ce rôle. C'est un sociologue. Il a toujours été lié au mouvement associatif. La question que je veux poser, nous sommes venus avec une idée et nous sommes dans la dynamique du Forum social alternatif mondial, du Forum social africain. Comment faire en sorte qu'on ne reprenne pas le discours des bailleurs de fonds sur le développement durable ou autre. Comment avoir dans le contexte africain une charte africaine de l'économie sociale et solidaire. Charte africaine de l'économie sociale et solidaire qui prenne en compte les préoccupations des acteurs africains pour qu'on ne soit pas ça là, pour prendre seulement les préoccupations des autres. Quelle va être la contribution des chercheurs dans la capitalisation de ce qui se fait pour qu'on puisse l'avoir à partir de l'Union africaine. Merci. Merci beaucoup à vous, et vous aurez constaté du coup que vous n'avez pas été exclu, et on vous remercie pour cette question au demeurant très intéressante. Je vous propose de venir, Abdou Salam Fall, peut-être pour démarrer. Voilà. Merci beaucoup pour vos commentaires et les questions qui ont été soulevées. Je vais répondre à Honorable Mme Fatoumata Dem pour indiquer que sur la question de la capture du dividende démographique, il existe un laboratoire de l'Université de Thiès qui est spécialisé pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et qui travaille à développer un ensemble d'indicateurs et de suivi de la capture du dividende démographique. Et c'est un travail particulièrement avancé qui est suivi d'assez près par les institutions des Nations Unies qui le financent, et ils ont développé toute une compétence dans l'analyse en économie intergénérationnelle. Et ça donne d'excellents résultats. C'est un de nos collègues du même laboratoire, mais maintenant qui est sur Thiès, qui a développé cette dynamique-là. Au sein de l'Académie des sciences du Sénégal, l'année dernière, professeur Cheikh Mbaké, qui est un des meilleurs démographes africains, il a reçu 2 fois le prix de démographe africain au niveau des États-Unis. Il a développé une grande conférence sur la capacité. Et vous avez raison de dire, c'est à cause du dividende démographique que le continent est placé comme étant le continent de l'avenir, parce que partout dans les continents où le dividende démographique s'est transformé en fenêtre d'opportunité ou bonus démographique, ça a correspondu au décollage économique et social. Et donc, c'est un élément très important qui nous... La question de la couverture sanitaire universelle, je suis encore plus heureux de vous indiquer que durant les 2 dernières années, nous avons participé à la présentation des recherches qui ont été faites sur l'évaluation de l'ensemble des politiques de protection sociale au Sénégal, avec un regard critique qui a été opéré dessus. Vous en étiez témoin. Et cela au travers de 2 programmes où on est dans des recherches embarquées. D'abord le programme SANSAS, qui est financé par l'AFD, et le programme OSCAR, et même un 3e programme avec les consomméristes qui ont été menés. Donc 3 programmes qui regroupent chaque fois 4 à 6 ONG avec lesquelles nous avons travaillé, ou associations.
et avec des résultats probants qui sont disponibles et que nous avons déjà partagés, comme pour dire que sur cette question de la couverture sanitaire universelle, on est tout à fait engagé. Nous avons des résultats sur région au Sénégal que nous suivons d'assez près depuis 3 ans sur le financement de l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Alors pour Moulay, je pense que Madame le maire a répondu. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que du côté gouvernemental, nous sommes tous embarqués à apprendre à travailler en intersectoriel. Et c'est ça qui fait défaut. Et je pense que c'est un défi pour l'ensemble des gouvernements. En tout cas, ici, le gouvernement a pris la pleine mesure de l'intérêt de travailler en intersectorialité. Le fait de passer à des interstices, à des espaces dédiés, est aussi une... Je vais terminer par répondre aux questions de Madame la maire. Oui, on a beaucoup apprécié le développement du coaching territorial. Nous l'avons suivi à Kaolack, dans une autre commune. Et très heureux d'avoir un partenariat organisé avec la municipalité de Dakar, parce qu'il y a des recherches qui se font, qui sont dispersées, mais je pense que s'engager dans une convention permet de suivre et de capitaliser progressivement sur ce que l'ensemble des institutions de recherche et universités réalisent sur la ville de Dakar. Je rappelle que j'ai soutenu dans ma vie 2 doctorats, et les 2 doctorats portent sur... il y a longtemps. Appel à mes souvenirs. C'est vrai, ça fait 43 ans maintenant que je suis embarqué. Mon premier boulot en 1980, c'était de 80 jusqu'en 84, c'était comme organisateur communautaire chargé de monter des coopératives. Et je suis heureux de constater que les coopératives auxquelles j'avais participé au montage existent dans la production de la banane dans la zone de Tambacounda. Et aujourd'hui, le Sénégal est autonome aux 2/3 de la consommation de bananes, alors qu'au moment en 80, lorsqu'on démarrait, nous étions totalement dépendants de l'importation de bananes pour le Sénégal. Et ces périmètres maraîchers, tenus par des coopératives, existent dans la région de Tambacounda depuis ce moment-là. Je suis très heureux d'avoir participé à cela. Je suis également heureux que notre laboratoire ait été associé directement à l'élaboration du plan de l'alerte de politique sectorielle de développement de l'économie sociale et solidaire par le ministère. Et nous avons été aussi co-rédacteurs de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc on est assez embarqués. Et j'avais annoncé tout à l'heure le programme que nous venons de signer avec le ministère de l'économie sociale et solidaire au plan stratégique, au plan de la formation et de l'accompagnement technique, pour maintenir une activité à la fois scientifique et bénévole de développement autour de l'économie sociale et solidaire. La charte africaine pour l'économie sociale et solidaire est un défi du groupe africain autour de l'économie sociale et solidaire. Je suis sûr que les responsables sont dans la salle et pourront en parler. J'avais été un des initiateurs de cela, mais la vie démocratique nécessite que d'autres prennent le relais. Et je suis très heureux de voir qu'il y a une qui est ici devant moi, Madame Ndiaye, qui sommes embarqués dans cette dynamique. Madame Sow, pareil. Et donc, les acteurs on porte ces combats-là et je suis sûr que le combat continue. Merci. Je propose de continuer avec Leandro. Leandro, please. And Colombia just after. Muy bien. 2 minutos. 2 minutes, too. De las 6 cuestiones, pienso yo que la de número 2 y 6, profesor Abedú, referente en área,
región, en el territorio. Entonces me voy a hablar un poquito de las demás. Sobre el tema de los indicadores, sí, este es un gran reto para el tema de la economía social y solidaria, como todos aquí sabemos. Estoy en mi universidad intentando desarrollar un grupo de trabajo para el tema con algunos economistas y también cientistas políticos y sociales para intentar crear una metodología híbrida de evaluación a partir de una idea básica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas que estamos desarrollando. Haremos también, estamos haciendo y haremos para el caso de Brasil, a partir de los CIRIECs de Latinoamérica, una discusión regional latinoamericana sobre el tema de las cuentas satélites de economía social y solidaria. Entonces, ya hemos tenido 3 charlas sobre países diferentes, donde estamos poniendo para hablar y reflexionar investigadores, practicantes y también responsables por los institutos nacionales de investigación aplicada, de economía aplicada. Entonces, estamos ahora por tener alguna cosa, algunos 2, 3 meses muy interesantes e importantes para el tema de los indicadores, que incluso se habla con la cuestión de número 5 de las ferramentas para el Plan Local de Desarrollo Territorial, que a mí me parece muy importante. Yo, por ejemplo, imparto una asignatura en la universidad que se construyen planes estratégicos de desarrollo local. Entonces, empezamos con diagnósticos que se hace com indicadores quantitativos, e depois também hacemos algumas entrevistas com representantes políticos da região para tentar sair com as especificidades locacionais de cada território. A partir de entonces, com a matriz DAFO, por exemplo, se pode tentar sair e chegar a algumas questões importantes para começar um trabalho muito concreto, real, de acordo com cada território. Por el tema de la cuestión de la plataforma de trabajo informal, creo seguro que tenemos que dar una atención muy especial, porque aquí nos dijeron que 70% de la economía trabaja con trabajo informal. En Brasil somos algo como 50%. Entonces somos una realidad que necesitamos de hecho trabajar, y dentro de la perspectiva de la lógica de la economía social y solidaria, entender que hoy estamos viviendo cambios en el mundo de trabajo, incluso hablando con la OIT sobre el tema, y los cambios en el mundo de trabajo, es decir, que no tendremos solamente la capacidad de generar los trabajos estándares, es decir, que tenía una relación de trabajo formal. Y lo gran desafío es intentar encontrar y reflexionar sobre nuevas prácticas y formas de trabajo, pero sin dejar la precarización laboral. Entonces, un complejo, un desafío muy interesante, muy importante, que también es una cuestión muy importante. Sobre el tema de Japón, la comunidad indígena, en Brasil también tenemos una experiencia de que no han dado la debida atención a los indígenas como se deben, por cuenta histórica, por cuenta cultural. Hoy en día el nuevo gobierno ha creado un ministerio del pueblo indígena, y estamos dialogando con el ministerio también para poner prácticas de economía social y solidaria, incluso porque también hablando sobre la cuestión de nuestro amigo del arte, muchos hacen la economía social y solidaria, cuestión del concepto, pero no lo saben lo que están haciendo economía social y solidaria. Entonces, independientemente del concepto, el diálogo con la realidad, el diálogo con quien de hecho trabaja, y a veces está alejado de la universidad, es lo más importante, y quizá el conocimiento más importante que hemos tenido a lo largo de los años, que estamos aprendiendo con los que hacen de hecho. Y el tema de los indígenas, por ejemplo, yo soy colaborador de la Universidad Federal de Amazonia, y allí a veces me quedo por un tiempo intentando entender incluso desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible y vamos a una comunidad indígena, ahí sí entendemos de hecho lo que es el desarrollo sostenible en su origen. Incluso les invito para intentar pensar, hacemos por ejemplo con la Universidad Federal de Amazonia lo que llamamos de pasantías. Las pasantías es recibir grupos de toda parte que nos quedan allá estudiando un tiempo y viviendo en la comunidad indígena, de hecho, la realidad de lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, es diferente la cuestión del tiempo, la cuestión de la relación con el consumo, con la producción de las personas, para de hecho entender lo que es de hecho, de verdad, desarrollo sostenible. Entonces, un proyecto que sí se puede
a ser interesante. Entonces me quedo por acá porque el tiempo ya pienso que se fue, pero muy buenas cuestiones, muy buenas cuestiones. Muchas gracias. Merci beaucoup. Et donc Colombia pour terminer ces échanges. Bueno, yo quiero referirme a 3 puntos que me llamaron la atención de las buenas preguntas que se han hecho. En principio, quiero decir que el tema de la medición de impacto es imposible decir qué indicadores y qué pueden ser específicos. Es muy variado y depende pues de la experiencia que se quiera generar. Pero allí lo que quiero poner de fuerza, de énfasis, es que hay que crear una cultura de la medición de impacto. Hay que disponernos a medir de una manera diferente porque hasta el momento se han priorizado las formas cuantitativas de medición y quedarnos en cuántas intervenciones hicimos en la comunidad, cuántas personas fueron beneficiadas. Cifras son las que en un principio se consideraban que eran los resultados de los ejercicios de interacción social. Pero ahora nos estamos moviendo desde un paradigma, desde la eficiencia al de la efectividad, donde habrá la necesidad de diferenciar lo que es un resultado, lo que es un efecto y lo que es un impacto, y poner en valor lo que sucede allí. Entonces un poco los resultados pasan de manera inmediata a partir de las acciones que se hacen a corto plazo. Los efectos ya implican que las comunidades o los actores dicen cambiamos en esto, fue importante lo que recibimos, sentimos satisfacción o no frente a lo que pasó, y los impactos ya se salen casi de las manos de todo el ejercicio. Allí empiezan a intervenir todos los valores, todos los factores que tienen en cuenta en los procesos sociales, y entonces se verán a más largo plazo. Entonces hay toda una cultura frente a ello, y digamos que es clave también ponerla dentro de los nuevos ejercicios que se hacen de formulación y de trabajos a partir de la investigación-acción, poner un módulo específico, mucho cuidado a estos modelos de medición de impacto para incorporarlos desde la planeación. Ahora bien, con respecto a lo que mencionaba el profesor japonés del trabajo con los indígenas, ahí lo que ve uno es la oportunidad de resaltar esas economías transformadoras, que no es solo la social y solidaria. Ahí podríamos resaltar y poner en valor a esa economía comunitaria que rescata la tradición indígena y que identifica prácticas como los trueques, las mingas. En nuestro país también se habla de mano prestada, unas prácticas indígenas que tienen esos valores de la ayuda mutua, la solidaridad y la cooperación, y que al ponerlas en valor, al hacerlas visibles, al transmitirlas culturalmente, contribuyen de manera interesante a los logros de la economía social y solidaria. En la universidad, por ejemplo, nosotros tenemos unos campus en el sur del país donde el pensamiento indígena, andino, tiene mucha fortaleza, y a partir de ello hemos aprendido en este diálogo de saberes a reconocer el trueque y su importancia y a incorporarlo en la vida institucional, y entonces en todos los campus de la universidad se hacen periódicamente trueques, y en ese intercambio de saberes, intercambio de productos, intercambio de servicios, hemos fortalecido el ADN cooperativo y solidario de la universidad, y ese fue un aprendizaje tomado de esa economía comunitaria. Por último, con respecto a lo
que expresaba la señora que habló de este coaching territorial, pues vemos unas herramientas muy interesantes. Allí lo que quiero resaltar es que en estos proyectos que en nuestra universidad, por ejemplo, se llaman de territorios solidarios, implican que vayamos más allá del diagnóstico, porque a menudo los investigadores se quedaban en la parte del diagnóstico y sobre eso hacían sus papers, sus producciones, y estamos haciendo que el ciclo sea completo y que más allá de los diagnósticos logremos planes concertados con los diferentes actores donde la universidad puede tener o no un papel protagonista, es un actor más, pero que facilita, apoya esa articulación de esos planes y contribuye a que los actores se empoderen y entre todos logren esas metas que finalmente serán medidas sistematizadas y divulgadas para llegar a escenarios más amplios con aprendizajes más fuertes. Entonces, en esos retos efectivamente estamos en las universidades y por eso es tan valioso que en este tipo de espacios no sea un espacio de investigadores, sería un espacio donde hay actores, protagonistas, líderes, desde los gobiernos locales, desde las organizaciones y desde la informalidad, porque allí seguimos aprendiendo todos y todas. Merci beaucoup. Donc nous arrivons à la fin de ce panel. J'aimerais remercier la technique et la traduction aussi. On n'y pense pas souvent et pour le coup, ça nous a facilité voilà, les conditions de ce panel. Donc merci à eux. Et puis merci surtout à nos 3 intervenants de haut niveau. Franchement, je crois que nous avons été, voilà, nous avons reçu notre salaire. C'était vraiment une très belle table ronde. Donc merci beaucoup à vous. Voilà. Et puis merci à vous également de votre patience. Et je vous invite à aller déjeuner. Voilà, merci beaucoup.